Bonjour, il est 10 heures du matin. On va commencer avec la présentation professeur Ricardo Ceballos. Il va parler de transition, il va parler de crise et qui va montrer pour qui ça, en Haïti, phénomène ça a duré autant. Depuis 2012, depuis nous-mêmes dans ces coalitions, nous avons fait paraître un livre qui est la transition haïtienne 1986-2006 comme construction théorique. C'est Madame Lucie Carmel Paul-Austin qui défait l'IFSA à partir des œuvres de Franck Etienne et de Lionel Touré. Depuis 2012. Ça veut dire son sujet qui est impressionnant. Les non gardés à travers le monde, tout pays qui a marché, il va marcher pendant que il y a une crise, il va marcher pendant que il y a une transition. Donc nous-mêmes, nous toujours poser des questions. Et c'est pour ça que nous avons grand plaisir de publier un livre ça que Madame Marie Carmel dans ses trois éditions. Aujourd'hui, nous avons un peu plaisir pour nous recevoir le professeur Ricardo Ceballos. C'est un professeur très connu qui publiait beaucoup de livres sur Haïti et dans ses trois éditions, il publiait l'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement, et livre ça que nous débutions, et bien justement l'autre jour, le secrétaire général OEA, Almagro, reconnaître échec aide internationale à Haïti. Professeur Ricardo Ceballos a posé problème là et il a expliqué l'échec aide ça depuis longtemps. Livre ça disponible dans ces trois éditions. Il y a un point important dans la relation internationale Haïti avec la communauté internationale. C'est l'arrogance communauté internationale là qui établit en relation avec Haïti et nous capables de dire au non-respect même des normes internationales. Le matin, nous allons accorder 1 heure d'antenne à professeur Ricardo Ceballos qui va parler justement sur le thème ça. Vive la crise, vive la transition, tout le monde est content. Monsieur Ricardo Ceballos, actuellement au Brésil, n'a pas sur la parole. Vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci, cher ami Fred Brutus. Je remercie également ces trois éditions pour avoir organisé cette visioconférence, ces fonctionnaires et surtout les personnes qui se sont intéressées ou se sont déplacées pour entendre quelques observations au sujet de cette crise, de cette conversation ou de cette conférence. Et vive la crise, vive la transition. Tout le monde est content. Mais il y a un bémol. Il y a un qui n'est pas du tout content. Et c'est le principal intéressé, c'est l'électeur. Pourquoi? Parce que les crises et les transitions qui s'en suivent écartent le principal intéressé dans la vie politique de sa société, de son pays, qui est l'électeur. Nous avons eu en Haïti, juste pour rappeler, on est à présent, même sans le dire, à la 12e transition depuis 1987. 12e. Donc, c'est les transitions dans la transition. Donc,
depuis 36 ans, on est dans cette traversée, je dirais, cette traversée du désert, et on n'arrive pas au paradis de la démocratie. Donc, 12e transition, ce qui m'amène à dire que Haïti a innové, encore une fois, en créant ce phénomène de la transition permanente. Si d'autres ont trouvé d'autres permanences, comme la révolution, ou le pouvoir permanent, ou la dictature permanente, Haïti a innové en créant la transition permanente. Lorsqu'on aura, j'espère, le plus tôt possible organisé les élections avec un nouveau CEP, on sera à la 20e formule de CEP. À la 20e formule de CEP. Donc, 12 transitions et 20 CEP différents. La transition, c'est évident, et je vais revenir plus tard, la transition est l'antithèse de la démocratie. Parce que la transition, elle écarte le principal intéressé qui est les citoyens, la citoyenne, l'électeur, l'électrice. Donc, les transitions, même si elles sont parfois nécessaires, doivent être courtes, très courtes, et également arriver à bon terme et repasser et transférer les pouvoirs au peuple souverain. C'est lui qui doit décider. En démocratie, c'est l'électeur. Et ce n'est pas des combines, des groupes ou des politiciens. Mais alors, pourquoi sommes-nous dans cette situation en Haïti? Pourquoi Haïti se détache parmi toutes les transitions qu'on a eues en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Europe occidentale, de la transition de la dictature à la démocratie, qui ont connu les pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les pays de l'Europe centrale ex-communiste, pratiquement tous les pays sud-américains qui ont eu des expériences de dictature militaire. Pourquoi Haïti prend si longtemps pour arriver à ces ports, à ces bons ports? Je dirais qu'il y a une série de considérations qu'il faut faire. La première, je dirais, c'est que l'instabilité politique est un modus vivendi du système, et je parle bien du système politique haïtien. Les crises, et on le voit, c'est la partie la plus visible, c'est la pointe de l'iceberg, est soutenue par un système politique qu'on pourrait appeler même une norme chez les acteurs politiques. L'instabilité politique est, je dirais, la norme fondatrice du système politique haïtien, post-Duvalier. Il est si important qu'il est un élément permanent, cette instabilité politique, de ce système politique. Il y a plusieurs explications. D'abord, il y a une que je veux passer très, très rapidement, c'est les difficultés que l'exécutif, une fois installé au pouvoir, de ses rapports avec le Parlement. Il faut que l'électeur, d'une certaine façon, fasse une double mise lors des votations, c'est-à-dire qu'il donne au président ou à la présidente de la République une majorité parlementaire. Comme ce n'est pas toujours le cas, et je dirais même c'est plutôt l'exception que la règle, il y a conflit, il y a marchandage, il y a des difficultés souvent entre l'exécutif et le Parlement. Donc c'est un système de pouvoir hybride qui donne l'initiative au président, mais qui donne le dernier mot au Parlement. Et donc, le président doit être assez malin pour avoir une majorité parlementaire, sinon il aura, et on a plusieurs exemples, je ne vais pas en revenir, il aura les mains liées par cette situation. On peut rétorquer en disant, mais c'est la Constitution qui prévoit. Oui, et bien sûr, c'est la Constitution qui prévoit. Mais il faudrait peut-être songer à faire en sorte que le système politique haïtien décide entre le parlementarisme et le présidentialisme.
Je dirais que cette copie mal copiée, ces modèles mal installés en Haïti, du système belge ou italien ou français ou même espagnol, quand le gouvernement, et on a vu avec les crises récurrentes en Italie et en Belgique, quand le gouvernement n'est pas là, le monde continue à tourner, les affaires continuent à se faire, l'économie n'en souffre pas. Ce n'est pas le cas en Haïti. Quand on n'a pas un gouvernement installé, quand on n'a pas une majorité claire, on voit ce que se passe, c'est vide du pouvoir, c'est vide, vous m'entendez, oui. Qui probablement, et cela exigerait une réforme constitutionnelle. Une observation sur cette réforme possible, probable, rêvée par certains et d'autres opposants qui ne la veulent pas. Juste une observation, les constituants de 1987, lorsqu'ils ont dit qu'on ne peut pas changer la Constitution à travers le référendum, sont allés trop loin. Ils ont lié les mains du peuple, qui est le souverain, pour changer les constitutions. Comme si les constitutions étaient pétries dans une pierre et ne pourraient pas être changées. Or, c'est le peuple souverain qui doit se prononcer. Aucune constitution peut interdire au peuple de se prononcer sur des changements éventuels. Et la constitution haïtienne de 87, selon certaines interprétations, l'interdit. C'est antidémocratique et en principe inconstitutionnel par rapport à ce qu'on devrait imaginer dans l'adaptation dans le monde moderne des nouvelles constitutions. Donc il y a un troisième élément que j'aimerais bien souligner, c'est la façon de concevoir la lutte politique en Haïti. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est tout à fait naturel que les sociétés humaines organisées luttent pour accéder au pouvoir. Mais en Haïti, la lutte politique est la lutte pour le pouvoir tout court. Et la lutte pour le pouvoir tout court. Et la lutte politique en Haïti, qui est cette lutte pour le pouvoir, en fait, elle est dénuée de certains éléments que je considère essentiels de toute démocratie et de toute relation politique. Qu'est-ce que sont ces éléments essentiels? C'est la culture du compromis, de la responsabilité collective, de l'intérêt public. Au fond, c'est la culture de la démocratie. Les crises internes et internationales qui font apparaître en Haïti une sorte de démocratie d'urgence. La discorde gagne et déchire le tissu social. Il y a ce que je commence à me rendre compte, une idéologie haineuse en Haïti. Tout ce qui est émis par l'autre, c'est émis par l'autre, donc est condamné et condamnable. Donc on ne regarde pas le contenu, on ne regarde pas le message, on identifie le messager et voilà. On dit enfant de non-recevoir. Or, toute démocratie demande, exige la loyauté, l'honnêteté, la reconnaissance des erreurs de soi-même et les mérites de l'autrui. Fût-il notre adversaire, faire l'amende honorable. Tout ceci fait partie d'une culture démocratique que les acteurs politiques en Haïti ont beaucoup de difficultés à l'accepter. D'autre part, une quatrième remarque, c'est la pléthore extraordinaire, incroyable, invraisemblable, unique du nombre de partis politiques. Lorsqu'on a un système politique qui permet l'existence légale de plus de 260 partis politiques, c'est évidemment une difficulté immense pour trouver un terrain d'entente minimum fût-il pour établir les règles, par exemple, les règles du jeu, du combat ou de la lutte électorale. Et là m'amène
Un cinquième point, c'est le fait que l'autorité électorale est juge, ce qui est très bien, mais également elle est partie. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à faire en sorte que le juge est partie prenante de la lutte électorale. Une remarque en passant, lorsque on a vu plusieurs compositions de CEP, la composition, je profite pour saluer ma chère amie Jeannette Cherubin, elle connaît bien de ce que je parle. La composition du CEP, elle est donc d'origine corporatiste. Ça, Mussolini l'a utilisé en Italie pour représenter la société au lieu de partis politiques, au lieu de syndicats, au lieu d'une gauche et d'une droite, c'était les corporations. Donc, pour la composition du CEP, c'est un CEP qui a cette inspiration qui n'est pas des bons tons, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais pire, même l'international, lorsque on a eu des expériences, moi personnellement j'ai eu des expériences, l'international s'intéresse aux élections, il s'intéresse essentiellement à la composition de CEP. Et il y a un qui dit qu'il faudrait que toutes les forces politiques haïtiennes se retrouvent dans le CEP. D'autres disent non, il faut enlever ces personnes-là parce qu'elles représentent ceci ou cela. Il n'y a pas de forces politiques qui doivent se retrouver dans le CEP. Le CEP doit être au-dessus de la lutte politique. On ne peut pas être juge parti. Et je vois maintenant la dernière proposition publique de l'actuel Premier ministre parle de nouveau d'une possible composition de CEP selon les mêmes principes, les mêmes règles du passé. Or, cela est une erreur gravissime, parce que, d'abord, on ne peut pas être juge parti, mais surtout parce que le nœud central de la crise politique en Haïti, c'est le CEP et ce sont les élections. Les élections viennent et l'électeur passe, il ne résout rien. C'est-à-dire que l'électeur donne son avis, mais la crise ne finit pas. Elle prend une autre dimension. Donc, on a la crise avant les élections, on a la crise pendant les élections, et on a des crises après les élections. Donc, cette façon de choisir les élus est une façon qui amène inévitablement à la crise. Et là, je vais faire la sixième remarque, et déjà en pointant, en suggérant, en donnant une idée d'une autorité électorale qui soit indépendante. Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à citer la République dominicaine comme exemple pour Haïti, et vous comprenez bien pourquoi. Il n'empêche que dans le système électoral dominicain, il y a cette âme, cet élément central qui s'appelle le Conseil électoral dominicain, je ne sais pas le nom exactement, mais qui le président de la République, vous vous rendez compte, le président de la République devient le président du Conseil supérieur de la magistrature pour un moment, pour choisir les candidats qui se présentent pour être membres du CEP dominicain. Et cela se fait devant ce jury présidé par le président de la République ou la présidente de la République, sous le regard de l'opinion publique. Cela est transmis en direct par la télévision, par les radios, cela est couvert par la presse écrite. Donc, cela fait d'une façon tout à fait transparente. Et l'opinion publique peut se rendre compte quels sont les opportunistes, quels sont les gens bien formés, quelles sont les intentions, qui est qui dans ce processus du choix des conseillers électoraux dominicains. En Haïti, cela se fait tout en cachette. On ne sait pas comment un tel a choisi 3 noms qui vont soumettre au président. Le président va choisir un, on ne sait pas quels sont les critères. L'opinion publique souvent ne sait même pas
de qui il s'agit. Donc, cela donne lieu à des méfiances, à des manigances, à des difficultés. Et c'est un organe qui doit être au-dessus de tout soupçon, doit être au-dessus de tout combat politique. Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne cette autorité électorale. Il y a encore deux autres très importants, ou trois autres très importants. La compétence technique du CEP. Il faut que le CEP soit permanent et techniquement imparable. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a une votation en Haïti, on doit tout refaire, tout acheter, toutes les mobilettes, toutes les motos, toutes les voitures, toutes les installations, parce que le CEP entre deux élections disparaît. Non, non, c'est une autorité qui doit être là d'une façon permanente. Le troisième point qui me semble très important, c'est l'indépendance financière. La démocratie coûte cher. La démocratie n'est pas bon marché. Donc, il faudrait que l'État haïtien, et je dis bien l'État haïtien, non comme il arrive jusqu'à présent, trouve les moyens pour financer cette démocratie à travers le CEP. Et finalement, en raccordant à cette observation sur le financement, c'est évident que c'est la place internationale, n'est-ce pas, puisque Haïti n'est pas en mesure de répondre techniquement, n'est pas en mesure de répondre financièrement aux nécessités d'une élection. L'international arrive, 75% du budget de l'international. Et finalement, on trouve des situations impossibles, intenables, où les missions d'observation électorale internationale, étrangère, deviennent des missions qui récomptent les voix, qui désignent qui a gagné. Et cela est inacceptable. L'électeur passe et finalement, il ne résout rien. Il amène encore d'autres éléments à la crise qui devient, comme on appelle, une crise permanente. D'autant que ce que j'appelle cette ingénierie électorale haïtienne est exigée à tour de bras, n'est-ce pas, par la Constitution, et même si on voit aujourd'hui les résultats catastrophiques de ces modèles, avec le vide institutionnel, sans l'organisation des élections. Si on organisait les élections, on aurait chaque année, en allant déjà vers les observations, il faudrait que les partis politiques, la société civile, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais la société civile soient d'accord pour faire ce qui, partout on a fait, où il y a eu transition de la dictature à la démocratie, c'est un pacte. Un pacte entre les acteurs. Un pacte entre les acteurs politiques, économiques, entre le pouvoir civil. Enfin, qu'est-ce que c'est ce pacte? Le pacte qu'on a eu en Espagne, le pacte de Moncloa, qu'on a eu au Portugal à la sortie du salazarisme, qu'on a eu en Grèce à la sortie des colonels, qu'on a eu, et parfois ce pacte est tacite, il est verbal, parfois il est écrit, qu'on a eu dans les ex-républiques sous l'influence soviétique, l'Europe centrale, qu'on a eu en Amérique du Sud, n'est-ce pas, avec tous les régimes militaires dans mon pays, au Brésil, en Argentine, au Chili. Et le seul pays, il y a là, je vous avoue, que je vois une relation des causes et effets, le seul pays qui n'a pas fait de pacte en sortant de la dictature vers la démocratie, c'est Haïti. C'est Haïti qui n'a pas fait ce pacte, qui a une double fonction. La première fonction, c'est comme j'ai déjà répété 1000 fois, comme un rétroviseur qui regarde le passé, qui règle le problème du passé, les lois de pardon, les lois de indemnisation, tout ce que la dictature a laissé comme injustice, comme le mépris des personnes. Je vois qu'il y en a ici, c'est déjà si loin que cela n'est pas trop important, à part la mémoire fondamentale. Et ce n'est pas un pacte de règlement de compte, c'est plutôt un pacte, quand on regarde par le rétroviseur, un pacte pour construire la mémoire collective. Et également, un pare-brise qui regarde vers l'avant. Et qu'est-ce que c'est ce regard vers l'avant?
c'est établir les règles du jeu de la lutte politique. Voici comment les choses vont fonctionner. Voici comment va être le CEP. Voici comment on accède au pouvoir. Et ça, Haïti n'a pas fait. Et moi, je propose ce pacte que j'appelle des libertés et des garanties démocratiques, qu'il soit soumis à l'approbation ou à la garantie du Conseil de sécurité. Parce qu'on a vu dans ces dernières crises, ces dernières années, depuis, que les acteurs haïtiens, soit de la société civile, soit des acteurs politiques, soit des acteurs économiques, ont une fâcheuse tendance, lorsqu'ils n'ont pas les moyens d'y arriver au pouvoir tout seuls, de faire appel à l'étranger. Il y a plusieurs exemples de cela. Or, à partir de ce moment, qui veut arriver au pouvoir en dehors des règles établies par le pacte ne peut pas faire l'appel à l'étranger. C'est seulement l'électeur qui va le décider. Donc, garanti par le Conseil de sécurité, cela empêcherait également, évidemment, toutes les interventions étrangères qui Haïti a connues ces dernières années, n'est-ce pas? On est avec la BINU à la 12e mission des Nations Unies. Il y a une qui était faite avec l'OEA et toutes les autres avec les Nations Unies, avec des modèles différents, mais enfin, ce sont des interventions de l'exogène dans la crise endogène. Donc, il y a cette composition étrangère dans la crise intérieure haïtienne qui doit être prise en compte. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la communauté internationale, la supposée communauté internationale, ne sait pas à quel sens c'est voué. On a entendu il y a quelques jours le secrétaire général de l'OEA faire un mea culpa. D'ailleurs, je pensais, en le lisant, de me lire mes déclarations de 2010. Mais après, il a tout laissé tomber lorsqu'il a fait une deuxième déclaration en disant donc la MINUSTAH 2 doit revenir en Haïti. Quand on sait l'échec total, non seulement de l'aide, d'une façon générale, de la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre, après le séisme de 2010, mais également de la MINUSTAH. Donc, appeler la MINUSTAH, les militaires, à revenir en Haïti lorsqu'on a dépensé, grosso modo, 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Seulement la MINUSTAH, pour fonctionner pendant ces 13 années, elle a dépensé 9,6 milliards de dollars pour son propre fonctionnement. Mais on a dépensé 30 milliards de dollars en pure perte. Soi-disant pour Haïti, mais en fait, Haïti a été une excuse et il n'est pas resté grand-chose. Surtout, il n'est pas resté une société stabilisée. La mission s'appelait mission de stabilisation. Donc, je crois qu'il y a des questions plus importantes, plus profondes, qu'une opération de paix ne peut pas le résoudre. Il y a un modèle de sortie de crise ou de sortie d'opération de paix que j'aimerais peut-être vous rappeler, qui peut-être Haïti confirme ce modèle. D'abord, il faut dire que les opérations de paix, ce sont des opérations qui sont menées, qui sont financées, qui sont suggérées, qui sont approuvées d'une façon générale par l'Occident. Par la Grande-Bretagne peu, par la France beaucoup en Afrique et par les États-Unis. Ils sont financés par ce pays plus leurs alliés. Donc c'est une opération plutôt occidentale. Et souvent, les autres membres du Conseil de sécurité, comme la Russie et la Chine, laissent aller. Parce que ce sont des zones d'influence pour des raisons tactiques ou même stratégiques. Il n'empêche que je vais vous donner 4 exemples. Le quatrième, c'est Haïti, que lorsque une opération des Nations Unies passe, ce qu'elle laisse sur place lors de son départ, c'est un régime de droite ou d'extrême droite. Vous avez le cas du Congo et l'ascension du Mobutu. Vous avez le cas du Cambodge. Le premier ministre du Cambodge actuel est là depuis 35 années.
c'est le même Premier ministre. Vous avez le cas du Libéria. Taylor était même condamné comme criminel de guerre, pour ne pas dire plus. Donc, aussi, 3 régimes de droite, et le 4e, c'est Haïti. La crise du fin 2010, début 2011, tourne une page qui était une page démocratique et d'instabilité avec le tremblement de terre, mais amène le pays vers un régime de droite. Donc, quand la MINUSTAH quitte Haïti en 2017, c'est un régime de droite. Donc, vous voyez 4 exemples que, en fait, les opérations de paix amènent parfois la paix, mais certainement toujours un régime de droite lorsqu'elles partent. Ces 4 exemples sont très, très clairs à cet égard. Ces 4 exemples historiques. Bien, et si vous permettez, je vais faire quelques suggestions face à la crise actuelle. Et j'ai déjà parlé de la transition, j'ai écrit un article dans le Nouvelliste que vous pouvez facilement consulter, Transition et démocratie, un couple infernal, où il y a l'essentiel de ce que je pense sur les transitions, des transitions qui s'allongent, des transitions qui n'en finissent pas, des transitions qui font en sorte que ceux qui font la transition ne sont pas rédevables au contrôle des citoyens. Donc, moi, je veux plutôt faire des suggestions sur la crise actuelle. D'abord, je crois qu'il faudrait, étant donné la dimension qu'il prend, surtout dans les régions métropolitaines, urbaines, la crise d'insécurité, un état d'exception qui soit instauré en Haïti, en tout cas dans ces régions, pour que les autorités puissent avoir les moyens de combattre cette situation inacceptable. Ensuite, je dirais, avant de continuer pour les suggestions positives, c'est qu'il ne faudrait pas faire. Pas de nouvelles MINUSTAH, bien sûr, pas de nouvelles MINUSTAH. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à part Almagro, qui n'y connaît rien d'Haïti, ce sont les seuls autres qui soutiennent l'idée d'un retour de la MINUSTAH, ce sont les nationalistes dominicains. Même le gouvernement dominicain a un peu de retenue vis-à-vis de ça. Plus personne d'autre. Donc, je crois que c'est bien, ces dictons que le chat échaudé a peur d'eau froide, n'est-ce pas? Étant donné l'échec de la MINUSTAH, sans parler, évidemment, de l'histoire du choléra atroce, qui fait en sorte que l'opération de paix de la MINUSTAH en Haïti est, selon mon avis, une des pires de l'histoire des opérations de paix des Nations Unies. Une des pires. Quand on fait mourir de 30 à 50 000 paysans du département du centre, on n'est pas là pour protéger la population civile. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, pas de MINUSTAH. Deuxième, ce qu'il ne faut pas faire, il y a une tentation de transférer ces dossiers brûlants, cette patate chaude que personne ne sait pas comment faire, vers la CARICOM. Là, c'est un danger réel, mais je crois que le gouvernement ou les Haïtiens devraient s'opposer. Haïti est trop important pour la CARICOM. C'est trop important, et même si dans la CARICOM, il y a certains appuis, la CARICOM n'a pas les moyens de sa politique. D'autre part, il faudrait faire très attention déjà à ce qui se prépare à l'intérieur de l'OEA avec la sous-section de M. Almagro. Probablement, il a été très critiqué, n'est-ce pas, par ses déclarations, par le Canada, par d'autres pays, par le Mexique, par exemple, mais on prépare déjà sa sous-section et il y a des armes qui sont affûtées à cet égard. Et même, j'ai entendu dire des candidats qui se présentent avec une carte d'identité
haïtiennes en disant qu'ils sont des haïtianologues qui connaissent tout d'Haïti et qui vont résoudre les problèmes. Gare eux, gare eux. Ensuite, maintenant, mes propositions. D'abord, pour moi, la plus importante, la plus immédiate, c'est un plan de lutte contre l'insécurité. Il faudrait un appui logistique, et évidemment on parle de l'international, matériel et d'intelligence à la PNH. Je me rappelle lorsque le président Jovenel Moïse, lâchement assassiné d'une façon épouvantable, a proposé la création d'un service d'intelligence, l'opposition a crié aux voleurs, il va nous opprimer. Or, tout État qui se respecte a un service d'intelligence. Pourquoi l'État haïtien n'aurait pas? Pourquoi la police nationale haïtienne n'aurait pas? Pourquoi elle doit demander des informations aux Dominicains, aux Colombiens, aux Américains, aux Français? Non, non, Haïti doit avoir son service d'intelligence et très spécialement le service d'intelligence policière qui d'ailleurs est essentiel, n'est-ce pas, dans la lutte contre l'insécurité. Je rappelle que les commanditaires et les auteurs intellectuels de l'assassinat du président Jovenel Moïse courent toujours, on ne sait pas encore. Donc, c'est une question essentielle immédiate où la communauté internationale peut jouer un rôle. Ensuite, évidemment, le pacte de liberté et garantie démocratique, n'est-ce pas? Il y a un problème, et je reconnais, c'est un problème grave pour le moment, qui va faire la convocation de ce pacte. Normalement, ce serait le président ou la présidente de la République. Or, le Premier ministre, aujourd'hui, a sa légitimité, même sa légalité contestée, et c'est un problème de plus. C'est une difficulté supplémentaire. Un Premier ministre, comme on dit, l'opposition de facto, mais qui est reconnu par la communauté internationale, puisque la communauté internationale, comme tout politique, a horreur du vide. Il faut un interlocuteur, et c'est celui-là qu'elle a sous la main. Et cela m'amène à dire que peut-être, probablement, étant donné l'impossibilité d'un véritable dialogue national qui puisse aboutir à ce pacte, il faudrait qu'au lieu d'envoyer des soldats, d'envoyer des militaires, que la communauté internationale propose une médiation. Médiation sous la conduite du Conseil de sécurité, une médiation officielle. Je rappelle la crise de 2003-2004, il y a eu un personnage qui est peu reconnu par l'histoire, mais un personnage extraordinaire, c'était le secrétaire adjoint de l'OEA, Luigi Einaudi, américain, d'origine italienne, qui a fait un travail titanesque, mais il n'avait pas les moyens d'imposer justement une solution pacifique à cette crise. Et quand on lit ses mémoires, il dit, je vous avertis, vous êtes au bord de l'abîme, vous êtes au bord de l'abîme. Et l'opposition a continué à avancer et finalement, dans le modèle haïtien, il fallait chasser le président de la République. Or, en imaginant qu'en chassant le président de la République, l'opposition allait prendre le pouvoir. Non, elle n'a pas pris le pouvoir. C'est M. Latortue qui est venu en travail commandé de la communauté internationale. Ils sont militaires qui sont installés pour 13 ans en Haïti. Donc, voilà, il faudrait faire très attention dans ce dialogue. Il y a des techniques de dialogue, il y a des approches différentes, mais il faut que ces dialogues réussissent. Par étapes, il y a des spécialistes qui se trouvent disponibles en Europe, en Amérique latine, qui ont des grandes expériences de transition politique, de la dictature à la démocratie, des crises politiques dans différents pays, qui pourraient aider Haïti dans cette situation difficile. Mais il faudrait que ces dialogues, à un moment donné, aboutissent et d'une façon rapide. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'élément central
de la solution de toute crise passe par l'électorat, passe par la souveraineté populaire. Il faudrait redonner, après plus de 30 ans, le droit aux citoyens et aux citoyennes haïtiennes à choisir librement ses élus. Vous allez me dire, et l'opposition écrit tout le temps, les oppositions, on veut des élections honnêtes, crédibles, transparentes, on veut des bonnes élections. Tout le monde le veut, sauf que des bonnes élections pour les uns et des mauvaises élections pour les autres. C'est pas, en fait, on ne parle pas des bonnes élections, on parle des bons et des mauvais résultats des élections. C'est qui est différent. Il ne faut pas confondre l'organisation des élections avec le résultat des élections. Et alors, quand on cherche même dans la communauté internationale, on verra qu'elle ne peut pas donner des leçons non plus, n'est-ce pas? Elle ne peut pas donner des leçons non plus. Lorsque l'ambassade des États-Unis, le soir du 28 novembre 2010, dit qu'il reconnaîtra par les résultats de la votation qui venait de se passer. Lorsque le représentant, le chef de la mission d'observation électorale de l'OEA et de la CARICOM disait que 95% du processus s'est déroulé d'une façon normale, à l'haïtienne, mais d'une façon normale. Donc voilà deux visions complètement différentes qui s'opposaient. Et c'est la vision politique. Donc la question du dialogue national. Je disais, il faudrait ce dialogue national avec des objectifs, avec des acteurs, mais surtout avec un calendrier, se donnant une date butoir pour arriver en terme. Voilà, mes amis, mes chers amis, que vous avez eu la patience de m'entendre, quelques observations de quelqu'un qui n'a pas pu se partager ses soucis avec ma deuxième patrie, Haïti. Je sais que je ne suis pas un haïtianologue, je sais que je connais très peu Haïti, je sais que je parle souvent avec le cœur et très peu de fois avec la raison, mais ce sont des choses dites avec de bonne foi, avec quelqu'un qui a fait ses preuves dans la politique haïtienne, qui a payé le prix de cela également, mais qui a toujours été de tête haute, parce que toujours regarder les yeux dans les yeux les intérêts de la majorité du peuple haïtien. Merci beaucoup. Comme bien plusieurs amis, on prend quelques questions. Si vous êtes d'accord, vous allez répondre à certaines questions de nos internautes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous écoute. OK, et bonjour, et je salue la présence de tout un chacun, et je remercie Fred pour m'avoir invité à participer à ce Zoom, et je remercie aussi le conférencier qui a voulu prendre du temps pour partager ses opinions sur Haïti. Ma question serait, qui a la responsabilité d'amener la communauté internationale à changer de fusil d'épaule et après avoir constaté leur échec en Haïti? Écoutez, la communauté internationale, c'est un objet international non identifié, une OINI, je dirais. Comme il y a les OVNI, il y a les OINI. La communauté internationale, c'est trop facile de la désigner. D'abord, ce n'est pas une communauté, n'est-ce pas? C'est une société par intérêt et par action. Il y a des associés majoritaires et des associés minoritaires. Les majoritaires, dans ce sens, pour le cas d'Haïti, ce sont les deux membres du Conseil de sécurité, États-Unis et France. On a vu dans toutes les crises, il y a même parfois un transfert d'influence française vers les États-Unis, mais ce sont les deux associés majoritaires. Il y a d'autres associés mineurs, n'est-ce pas, au moindre important,
comme les États sud-américains, les gouvernements sud-américains, ou même le Canada ou la République dominicaine. Donc, c'est en leur parler de la communauté internationale, comme une façon de dire qu'il y a une union quand il n'y a pas. D'autre part, je crois que le sujet central, c'est de convaincre les États-Unis, et malheureusement, l'histoire ne nous aide pas, de que Haïti, c'est un échec de leur politique étrangère. Ils ont deux grands échecs, c'est Cuba et Haïti, aux portes de leur pays. S'ils ont remporté des immenses succès, par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de l'Union soviétique, enfin, sur la scène internationale, ici, dans leur précaré, à côté de la Floride, il y a deux grands échecs, pour des raisons différentes et avec des solutions possibles différentes. Mais ce sont deux grands échecs. C'est évident qu'Haïti devrait avoir un rapport avec les États-Unis prioritaire, n'est-ce pas, prioritaire. Et il y a une question que ce n'était pas vous qui a posée, la question des containers qui sont des donations pour des églises, au lieu d'avoir des produits qui doivent être donnés à la population nécessiteuse, contient des armes, des gros calibres. Donc, il faudrait d'abord que les États-Unis contrôlent tous les envois tous les containers qui sortent des États-Unis vers la Caraïbe et surtout vers Haïti. D'autre part, pour cette question de la sécurité, il faudrait que les Dominicains également jouent le jeu, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'était évident dans le cadre de toutes les ramifications, tous les liens qu'il y a dans l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, puisque rien n'a été fait sans avoir passé, sans avoir été connu par certaines autorités dominicaines. C'est impossible. C'est impossible. Au moins des autorités policières, il doit dire. Donc, voilà, je crois que la soi-disant communauté internationale, le pays soi-disant ami d'Haïti, n'ont plus intérêt, à part Almagro qui ne représente pas grand-chose, et à part le nationalisme dominicain, qui représente beaucoup dans la politique intérieure dominicaine, non, à part eux, personne ne veut affronter la crise haïtienne avec les moyens de 2004. On veut trouver d'autres solutions et on ne sait pas lesquelles, n'est-ce pas? On est assez perdu de boussoler. C'est pour cela que je trouve qu'Haïti atteint beaucoup de la communauté internationale, et parfois beaucoup trop. Il joue encore un rôle important. Et moi, je propose que ce rôle soit essentiellement civil et positif. Proposition, médiation, je dirais presque une imposition de la coopération internationale liée au résultat de cette médiation, au résultat de ces dialogues. Donc, je vois là le rôle positif que la soi-disant communauté internationale pourrait jouer. Ça donne du travail, ça fait en sorte qu'on doit appeler à certains spécialistes des dialogues nationaux, mais je crois que c'est l'outil le plus à même qui dispose de la soi-disant communauté internationale pour aider Haïti à sortir de cette impasse, de cette difficulté scabreuse, difficile, impossible que le peuple haïtien vit actuellement. Merci beaucoup. C'est Marcel Joseph. Est-ce que vous me recevez? Oui. Comment ça va? Oui, ça va bien, Ricardo. Merci beaucoup. C'est moi. Merci aussi pour l'entrevue d'hier sur Haïti Debout. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer tous les participants et je voudrais aussi remercier Fred Brutus, C3 Éditions, pour cette initiative de permettre à ce qu'on puisse avoir accès à vous là. Alors, moi, ma question, c'est un rapport au fait que vous avez fait référence tout à l'heure, au fait que Haïti, c'est le seul pays de la région qui, après la sortie de la dictature, n'a pas mis sur pied un pacte. Et on l'a eu avec, par exemple, la commission en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire après un traumatisme comme certains pays, donc l'Afrique du Sud l'a fait parce qu'on a considéré l'apartheid,
c'est un traumatisme que la population a subi. Mais moi, ce que je constate, et je vous pose la question, c'est qu'on a l'impression qu'il y a en Haïti un déni de ce traumatisme. Ça veut dire la sortie de la dictature, parce que la dictature des Duvalier, c'est une étape. Mais bien avant la dictature, il y a eu toute une succession de problèmes qui nous a donné l'occupation américaine et par la suite et tout ça. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, est-ce que et la cause qui fait en sorte que les Haïtiens ne peuvent pas s'asseoir, que nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble, c'est que nous sommes dans une dynamique d'exclusion, donc il faut toujours exclure quelqu'un. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une nécessité de faire un retour sur ce que nous avons vécu, en particulier la dictature des Duvalier, de voir comment on peut aller chercher une certaine guérison, au moins de reconnaître que nous avons subi un traumatisme, puisque la Constitution à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, c'est un objet qui a été construit, et disons, avec tout ce sentiment de traumatisme-là. Oui, c'est une excellente question qui me permet je ne suis pas psychologue, pas de psychologie collective, moins encore de psychologie politique, mais je crois qu'il y a deux fonctions que nous avons dans notre société, c'est la fonction de la mémoire et la fonction de l'action. La fonction de la mémoire, essentiellement, c'est les historiens qui la construisent, et la fonction de l'action, ce sont les politiciens. Donc, je crois que tous ces traumatismes historiques, c'est la tâche des historiens. Et je vois souvent dans le discours politique haïtien qu'on revient vers le passé, qu'on interprète le passé, qu'on le déforme, on l'évalue, on le valorise, qu'on le méprise. Enfin, mais je crois que Haïti a fait une chose si extraordinaire en 1804, si innovatrice, une révolution qui ensuite est copiée selon certains de ses principes sont copiés partout, sont même introduits avec des lettres d'or dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui, Haïti, je crois que j'ai déjà dit cela, a eu raison trop tôt. Et le monde n'était pas préparé pour accepter une entité qui se présentait comme Haïti l'a fait en 1804. Donc, cela a créé un traumatisme, cela a créé un isolement d'Haïti, une solitude haïtienne dans le monde, non seulement dans les Amériques. Et quand on est solitaire, on subit tous les maux possibles. L'invasion l'occupation des États-Unis, le fait d'Haïti était dans les années 50-60 otage de la guerre froide, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas été otage de la guerre froide? Donc, ce sont des traumatismes historiques, mais je crois que le rôle des politiciens, Marcel, c'est de regarder le présent et surtout de projeter l'avenir. Et c'est ça qui devrait se faire à travers ces dialogues nationaux et ce pacte de liberté et garantie démocratique. Merci beaucoup. Alors, oui, je salue Ricardo, très contente de te revoir, de t'entendre, même si je te vois de loin. Merci aussi à C3 et à M. Brutus, et je salue toute l'assistance qui participe avec nous. Ricardo, j'ai des préoccupations par rapport aux propositions que tu as faites. Par rapport à la première proposition, aucun problème, je suis entièrement d'accord qu'il faut prioriser la lutte contre l'insécurité. Je suis d'accord avec l'appui logistique, matériel, etc., qui serait nécessaire. Mais à partir du deuxième point, moi, je commence à avoir des problèmes très sérieux. Parce que le deuxième point propose un pacte de liberté et de garantie démocratique. Je reviendrai là-dessus, mais je n'ai aucun problème contre le pacte. Cependant, j'ai un problème par rapport à la mise en œuvre que tu as proposée. Est-ce qu'on m'entend? Je peux continuer? Oui, je t'entends parfaitement. Oui. Alors, qui fera cette convocation pour le pacte de liberté? Tu as dit le Premier ministre. Non, j'ai dit le président de la République, mais comme il n'y a pas de président de la République, oui. Aujourd'hui, le pouvoir de facto est dans les mains du Premier ministre. Je ne sais pas qui doit faire, je ne sais pas. Mais vous voyez, on commence à ne pas pouvoir avoir le pacte
au préambule, n'est-ce pas? C'est-à-dire au préalable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va demander quoi. Pour moi, c'est égal. Ça peut être le secrétaire général des Nations Unies, ça peut être le pape, ça peut être qui. Cela ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est la méthodologie et qu'on arrive dans un délai court à des résultats. C'est tout. Oui. J'ai peut-être mal compris, mais cependant, à un moment, tu as dit que le Premier ministre était quand même… Non. Cherche les choses positives de ce que tu as compris. Pas des choses supposément négatives, Ginette. Sois positive. Laisse-moi terminer ma question. Mais c'est une question d'état d'esprit. Je vais aller à pieds joints dessus pour dire que le Premier ministre ne serait pas la personne désignée, même s'il est reconnu par la communauté internationale, puisque tu l'as dit. Alors, je ne vais pas développer tout ce que j'avais en tête. En tout cas, c'était possible. On demande au pape. Et je pense aussi, mais il ne faut pas m'interrompre, Ricardo, laisse-moi terminer. Donc, si le Premier ministre était impossible, il faut quand même chercher qui? Mais tu viens de faire allusion à la communauté internationale. Moi, je pense que, et c'est là que je vais arriver, je vais lier aussi à la question de médiation. Je pense que les Haïtiens devraient prendre les choses en main eux-mêmes. Pour moi, on raconte, on répète à tout moment que les Haïtiens ne peuvent pas se mettre ensemble. Et je connais tes réserves par rapport au Montana, par exemple, mais je dirais que quand même, c'est un effort de mise en commun qui a été fait et qui progresse. Et je suis très content. Les Haïtiens, je vais finir et je te laisse répondre, mais laisse-moi finir, sinon je vais perdre aussi le fil de mes pensées. Et ce que je veux dire, c'est que oui, les Haïtiens peuvent se mettre ensemble, c'est extrêmement difficile. Et là, il faudrait remonter bien loin dans le passé, depuis la naissance même de la nation, pour comprendre la question d'exclusion, la question de méfiance, etc. Mais le travail se fait progressivement par les Haïtiens. Donc, moi, je ne comprends pas ces propositions qui partent de préambule que les Haïtiens ne peuvent pas se mettre ensemble. Ça signifie que les Haïtiens ne peuvent pas résoudre leur crise. C'est vrai qu'il faut une assistance, par exemple, pour l'insécurité, oui. Mais les Haïtiens peuvent résoudre leur crise. Cependant, la communauté internationale se met aussi à travers de cela. Il faut le dire, les efforts qui sont faits, ils sont déjà difficiles, mais quand, par exemple, je reviens encore au Premier ministre, quand, par exemple, ils appuient le Premier ministre, malgré le fait que ce monsieur est pointé du doigt, pointé du doigt dans le crime de l'assassinat du président, malgré le fait qu'il envoie des signaux qui font perdre encore confiance son ministre de la Justice, qui a un passé très lourd, et son secrétaire qui a été accusé de viol, etc., et que là, il est appuyé par l'international. C'est une entrave aussi. C'est une entrave qui empêche les Haïtiens d'évoluer eux-mêmes et de pouvoir trouver leur propre voie. Ils ne vont pas le faire en vase clos. C'est certain qu'ils doivent avoir un appui de l'étranger, de l'international, oui. Mais il ne faut pas se mettre à dire, prendre comme une affaire acquise et incontournable que les Haïtiens ne peuvent pas se mettre ensemble. Moi, je pense que c'est une provocation. Je pense que c'est un manque d'égard au peuple haïtien. On peut le faire, mais nous avons toujours eu des obstacles. On nous a toujours mis des bâtons dans les roues. On ne veut pas que ce peuple se mette ensemble, tout simplement, Ricardo. Et tu connais un peu l'histoire et tu sais que ceci est vrai. Donc, pourquoi une médiation? On peut faire ce pacte. C'est difficile, mais il faut nous laisser avancer. Je ne vais pas aller plus loin. Je te laisse la parole. Merci. Je n'ai rien à dire. Je suis le premier à saluer, moi le premier à écarter d'immédiat l'influence étrangère. C'est moi le plus grand défenseur de la souveraineté haïtienne dans ce sens. Mais il faut reconnaître également le passé récent. Il faut reconnaître également qu'en 2003, début 2004, ce sont les Haïtiens qui ont demandé aux Français et aux Américains d'intervenir. Ce sont la supposée société civile. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas dire que la République de Port-au-Prince, ou même le pacte de Montana, dont je reconnais la valeur, est l'expression du peuple haïtien. L'expression du peuple haïtien ne peut venir que des élections. Non, je n'ai pas dit ça. Alors là, moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Mais je dis qu'on avance. Et puis, c'est pas le Port-au-Prince seulement qui est non, je l'ai dit, Ginette, je l'ai dit. On est en 2022, nous voulons une solution haïtienne à la crise. Et nous la construisons. Très bien. À travers des élections, à travers des élus. À travers les élus, pas de transition permanente. Merci.
élections ne peuvent pas se faire dans la Oui, situation oui, actuelle. voilà, toujours Donc, des les excuses pour ne conditions... pas. Ah, mais tu sais très bien comment... Mais tu ne reconnais pas l'insécurité. En même temps que tu dis que l'insécurité, c'est le premier problème en Haïti, et tu nous envoies Mais la il faut un boucherie aux délai. élections. Il faut un Pas délai. possible. 12 mois maximum, il faut organiser des élections. Je laisse la parole à d'autres, mais je reviendrai. Merci. Je reviendrai. Oui. Est-ce que j'ai la parole, M. Brutus? Oui, oui, allez-y. Oui, oui. Merci beaucoup de l'opportunité. D'abord, laissez-moi commencer par remercier et ces 3 éditions, et M. Brutus et toute son équipe, et aussi M. Stephentus de cet exposé assez éclairant. Et effectivement, nous savons en Haïti qu'en M. Ricardo Setenfus, nous avons un Haïtien d'adoption. Et nous en sommes reconnaissants. Alors, monsieur, je voudrais poser 2 questions concernant vos recommandations. Vous nous conseillez sur ce qu'il ne faudrait pas faire. Et ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est, par exemple, éviter une nouvelle mission de la MINUSTAH, c'est éviter un transfert vers la CARICOM, qui sous-entend de votre côté une position qu'il faudrait que les Haïtiens se méfient de la communauté internationale, entre guillemets, et de tous les haïtianologues. C'est une position que je partage. Cependant, j'aimerais préciser, et en cela je rejoins les 2 intervenants qui m'ont précédé, Mme Chérubin et l'intervenant de la salle, il y a dans cette... Parce que j'ai décelé comme une contradiction dans vos propositions, dans vos recommandations. D'une part, vous dites ne pas trop se fier à la MINUSTAH, à la CARICOM, etc., à l'OEA, parce que nous avons été échaudés. Et en même temps, vous voulez que le dialogue soit placé sous la médiation du Conseil de sécurité. Et là, je rejoins complètement Madame Chérubin. Nous avons fait la preuve en Haïti que nous pouvons nous mettre ensemble et que nous pouvons dialoguer. Mais il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance, d'une part, dans la société haïtienne elle-même, parce que nous avons intériorisé tous les schémas qui nous font croire que nous sommes incapables de nous mettre ensemble. Et d'autre part, il y a aussi un manque de confiance de la communauté internationale qui est associé pour moi à un certain mépris vis-à-vis d'Haïti, qui s'empresse d'intervenir chaque fois que les Haïtiens prennent des initiatives et ils s'empressent d'intervenir pour bloquer ces initiatives. Alors, j'aimerais comprendre, Monsieur Seventus, j'aimerais comprendre maintenant comment vous dites que les Haïtiens devraient empêcher de nouvelles interventions de la MINUSTAH, de la CARICOM, de l'OEA, et en même temps aussi, maintenant, comment faire que le Conseil de sécurité écoute les revendications et les appels du peuple haïtien. Alors, éclairez-nous, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci aux 2 intervenants, aux observations et questions. Je fais une distinction tout à fait nette entre 2 sortes de coopération et d'intervention. La coopération civile, la coopération humanitaire, la coopération développement, c'est une chose. La coopération au dialogue politique, c'est une autre chose tout à fait différente, la coopération, la soi-disant coopération avec l'intervention des militaires armés sur le sol haïtien. Je parle de cela qu'il faut se méfier. Il ne faut pas qu'Haïti soit à nouveau occupé par des forces militaires étrangères. Je crois que ça, c'est un objectif national de tous les Haïtiens. Ça devrait être au moins. En 2004, ça n'a pas été le cas. Vous avez été au moins naïf, imaginant qu'une fois le président Aristide parti, on laisserait les Haïtiens régler leurs affaires. Non. Il y a une occupation étrangère, une intervention sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Une question qui revient au Conseil de sécurité. Ce que j'ai dit quand je parle du Conseil de sécurité, c'est que le pacte lui-même, que vous allez le rédiger, et si vous ne pouvez pas le rédiger, si vous ne voulez pas le rédiger, si vous ne voulez pas le négocier, demandez une médiation internationale, que ce soit le pape, que ce soit n'importe qui,
me demandez une médiation internationale. Une fois ce pacte fait par vous, soumettez-le au bon sens du Conseil de sécurité pour vous prévenir de vous-même, pour vous prévenir de vous-même, pour que personne qui a signé ce pacte ose appeler à l'étranger pour intervenir dans les affaires politiques, électorales ou constitutionnelles haïtiennes. C'est ça que je parle de la présence ou de la participation du Conseil de sécurité, seulement pour vous donner une garantie à vous, signataires du pacte, la garantie que personne de ceux qui ont signé le pacte vont demander, vont quémander, vont exiger l'entrée des troupes étrangères comme c'était en 2004. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Tous les autres pactes, soit les Européens, soit les Latino-Américains, n'ont jamais passé par le Conseil de sécurité, nulle part. Mais je propose qu'ils soient soumis au Conseil de sécurité pour vous maintenir loin de la tentation qui est très souvent utilisée en Haïti par soi-disant société civile, soit par des partis politiques, de faire appel à l'étranger pour intervenir dans les affaires intérieures haïtiennes. C'est la seule raison. Mais je fais une distinction tout à fait précise, objective. J'ai construit un mur qui différencie une coopération civile au développement, au droit humanitaire, à la question sociale, au développement économique d'Haïti, de l'intervention militaire étrangère. Je parle de la deuxième. Il faudrait plus qu'Haïti voie son sol foulé par des bottes militaires des soldats étrangers. Et ça, c'est votre responsabilité d'arriver à une entente pour empêcher cela. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez été avec moins de satisfaction avec mes propos. Ils sont toujours très contestables, très contestés, mais ils sont faits avec la raison et avec le cœur. C'est quelqu'un qui veut qu'Haïti sorte de cette situation impossible. Et souvent, je perds des amis parce que je suis trop franc, mais je préfère être en paix avec ma conscience, avec mes convictions, avec les principes démocratiques, et faire en sorte que finalement, comme vous avez dit, Madame Doucet, moi, un haïtien d'adoption, puisse dialoguer avec mes chers amis et amis d'Haïti sur l'avenir de notre chère patrie, ma deuxième patrie. Merci beaucoup.